Cet après-midi, moi, je vais essayer de répondre à une question qui est: est-ce que le mobile et le mobilier urbain, communication extérieure, ont quelque chose en commun? Vague question, on va essayer d'y répondre, on pourrait faire bien plus, mais ce sera en tout cas des premiers éléments de réponse. Avant de plonger dans cette présentation, 2-3 mots sur moi. Je m'appelle François-Xavier Pierrel, je suis Data Officer du groupe JC2Co, qui est un groupe de médias extérieurs que vous côtoyez tous les jours depuis plusieurs décennies sans potentiellement l'avoir remarqué. Avant d'arriver chez JC2Co, parcours plutôt classique digital, Microsoft, Facebook, un court passage chez Renault, et puis une arrivée depuis 7 mois chez JC2Co pour diriger l'équipe data et pour finalement accompagner la révolution qui est en train d'impacter notre business, puisqu'on est en train d'évoluer d'un média classique, 4x3 avec de la colle, vers un média rotatif pour devenir finalement un média digitalisé, piloté par du programmatique et donc par de la donnée. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est comment a commencé ce business. Notre fondateur, le fondateur du groupe, Jean-Claude Decaux, a été le premier, et même si Mark Zuckerberg dit autre chose, je pense qu'il a tort, un des premiers à avoir eu l'idée de sponsoriser du service par de la publicité, c'est Jean-Claude Decaux. À l'époque, vos grands-parents attendent le bus, ils sont sous la pluie, comme l'illustre cette vidéo. Et puis, Jean-Claude Decaux a l'idée de se dire, je vais aller voir les villes, je vais leur proposer du matériel, abribus, un panneau d'information, et puis potentiellement d'autres sujets qui sont arrivés plus tard, comme les vélos que vous avez à Nantes, qui sont des projets développés par JC2Co, qui amènent du service aux citoyens, avec le relais de la ville, mais financé par de la publicité. Et finalement, c'est un modèle qui a très peu évolué depuis les 40-50 dernières années, et qui devient de plus en plus dynamique par l'arrivée du digital et par l'éclosion et l'essor du mobile qu'on utilise tous pour la plupart de nos actions aujourd'hui. Et finalement, si vous regardez la position de notre média, ce qui est important à comprendre, c'est la position qu'on a dans la ville. Et si pendant des années, on a explicité l'idée que le média, la communication extérieure était un média statique et un peu rouillé, et on pensait tous au grand 4x3 en zone commerciale, en périphérie ou en banlieue, en disant bon, ok, je fais de l'affichage, je passe des messages, mais est-ce que je peux faire mieux que ça? Et finalement, de par le développement de l'urbain, et gardez en tête que 55% de la population mondiale habitera dans des centres urbains ou périurbains en 2020. Plus de la moitié de la population. Si vous gardez en tête aussi que quasiment 5 milliards de voyageurs aériens existeront aux alentours de 2020-2022, c'est des sujets pour nous qui nous font dire que de plus en plus, le média qu'on représente, nous JC2Co et puis l'ensemble de cette industrie, est finalement au cœur de toutes les mobilités. Si vous regardez le centre-ville de Nantes, celui de Paris ou celui de Londres, partout où vous vous déplacez, que vous soyez à pied, en trottinette, en voiture, que vous preniez l'avion, que vous preniez le métro, en bus, vous avez de la communication extérieure. Aussi parce que c'est le plus vieux média. C'est un média qui est pluriséculaire, et on faisait déjà de la publicité pour la boulangerie dans un centre-ville, dans le centre de Paris, en mettant des affiches sur les murs. Et finalement, c'est un inconvénient qui devient un avantage. Le fait d'être maintenant au cœur de toutes ces mobilités, et d'être devenu, même si on propose finalement assez peu de services mobiles, d'être au cœur de ces mobilités. Et dans cette optique-là, si vous regardez l'autre objet qui est partout dans la mobilité, c'est le téléphone. Et si vous réfléchissez, pour ceux qui ont vu Minority Report, si vous vous en souvenez, c'est un film de 2002 avec Tom Cruise, tout musclé qui essaye d'échapper à des méchants, à peu près comme d'habitude. Toujours est-il que dans ce film-là, on fait une projection de ce que pourrait devenir notre média. Et notre média, dans ce film-là, il est décrit comme avec de l'analyse rétinienne, et je fais de la pub ultra ciblée. Et ce qu'a raté ce film, j'y vais mollo quand même pour l'analyse cinématographique, c'est de ne pas voir l'essor du smartphone. Cela dit, personne ne l'avait vu à part Steve Jobs. Et c'est de se dire, le smartphone est un prolongement de chacun de nos expériences aujourd'hui et de notre déplacement et de notre socialisation dans la ville. Et finalement, c'est lui aujourd'hui qui est vraiment ancré dans la publicité ultra personnalisée. C'est là où Google, Facebook et d'autres font leur fortune, récupérant des infos, en les surmonétisant avec de plus en plus de précision, au travers de services potentiellement gratuits. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est de tirer parti de cette porosité maintenant qui existe entre cet écosystème qui est le nôtre, qui est un écosystème techniquement statique, et le téléphone mobile qui, lui, offre le lien de mobilité. Donc, si vous regardez comment nous, on se structure sur cette partie-là, il y a deux choses qui vraiment convergent entre ces deux écosystèmes. Le premier, c'est l'écran. Un écran de téléphone et un écran JC2Co partagent les mêmes caractéristiques. C'est vertical. Et finalement, de tous les médias, en termes de complémentarité, c'est le média extérieur, qui offre cette complémentarité. Si vous faites de la télé,
c'est pas le même format. Si vous faites de la radio ou de la presse, c'est la même chose. Et finalement, cette complémentarité permet de travailler la créativité. Et de plus en plus, on utilise finalement la porosité qui existe dans cette créativité. L'autre partie, qui est finalement très liée à ces deux écosystèmes, c'est le fait que les deux offrent une expérience. Sur le mobile, elle est globalement visuelle ou sonore, pas encore digitale au sens touché. Notre média, finalement, est un des seuls à pouvoir travailler les 5 sens. On peut faire du visuel, on peut faire du toucher, on peut faire du sonore pour Louis, on peut même faire de l'odeur. Quand on fait des campagnes de parfum, on installe des démonstrateurs directement dans les assets, et on peut même aller faire du goût. Il nous est arrivé de faire des campagnes pour des capsules de café, dans lesquelles vous aviez directement des machines à café intégrées dans les abribus. Ça, c'est la première partie. C'est finalement tout cet aspect créatif qu'on va pouvoir tirer, et je vous montrerai quelques exemples un peu plus tard. La deuxième partie, c'est l'idée que le téléphone mobile, comme nos assets, peuvent être des capteurs d'informations. Pour le téléphone mobile, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On peut y récupérer de la géolocalisation, on peut y récupérer des informations plus ou moins personnelles en fonction de ce qu'on veut faire, mais globalement, c'est quelque chose qui me permet de comprendre comment les gens évoluent dans l'écosystème urbain. Pour nos panneaux, de plus en plus, on y installe maintenant des capteurs. Et finalement, dans notre optique, on y met 2 types de capteurs. Je fais une pause ici pour vous expliquer comment est-ce qu'on opère notre business. Pour que JC2Co mette de la publicité dans ses panneaux, il faut qu'il gagne un contrat auprès d'une ville. Donc un appel d'offres, JC2Co répond avec son matériel, potentiellement gagne l'appel d'offres et ensuite va vendre des campagnes médias à des annonceurs. Et finalement, dans l'approche data qu'on a nous, avec notre division, c'est de se dire, quoi que je développe, il faut que je sois capable de répondre à du service pour la ville, citoyen, et que je sois capable de le travailler sous l'angle publicitaire. Et donc pour en revenir au sujet des capteurs, on déploie maintenant 2 types de capteurs, un peu comme sur un téléphone. Le premier, c'est des capteurs qui vont plutôt servir à alimenter la ville, des capteurs environnementaux, des capteurs sonores, des capteurs de pollution, des capteurs d'hydrométrie, qui vont nous permettre de développer des services très simples. Je mets mes capteurs d'hydrométrie, je sais qu'il va pleuvoir dans les 2 heures, j'informe le service de la ville, pas besoin d'aller arroser les pelouses. C'est tout simple, mais ça permet de fonctionner. Autre exemple qu'on a déployé dans la ville de Vienne, on a des écrans publicitaires dans les tramways de la ville de Vienne qui sont finalement au service des services de la ville. 3 stations plus tard, vous avez le Théâtre National de Vienne. On est capable de vous dire la pièce qui y est jouée le soir et où est-ce que vous pouvez acheter un ticket. C'est tout simple, mais ça nous permet de valoriser finalement le système publicitaire, mais plutôt pour le service de la ville et le service du citoyen. De l'autre côté, on met aussi des capteurs qui vont nous aider à transformer notre industrie, exactement comme sur le mobile. Ces capteurs nous aident à compter les audiences qui gravitent autour de nos panneaux pour être capable de dire à un annonceur qui nous a acheté une campagne, voilà le nombre de personnes que j'ai vues. Petite précision, pas de données personnelles. Nous, on n'en a pas besoin. On n'est pas Google, on n'est pas Facebook, on n'a pas besoin d'avoir cette conversation one-to-one. On reste un média de masse. Quand on adresse les gens, c'est à l'échelle d'un quartier, c'est à l'échelle d'un aéroport. Donc on n'a aucunement besoin d'aller capter de la donnée personnelle pour faire notre métier. On a besoin de comprendre comment les gens évoluent, potentiellement qui ils sont à l'échelle d'une masse, mais jamais au niveau de la donnée personnelle. Donc voilà les 2 items qui font vraiment la convergence entre notre écosystème et l'écosystème téléphonique. Et donc, ça nous donne un nombre de possibilités quasiment infini. En termes de possibilités, ça va être des possibilités autour de la créativité, autour de l'expérience qu'on va être capable de proposer, et puis évidemment, autour de l'utilisation des données. Et à chaque fois, gardez en tête, on essaie de trouver cet équilibre entre ce que je vais développer pour les villes en termes de services, et ce que je vais développer plutôt pour les marques, pour l'engagement et l'instauration d'une marque au cœur d'une ville. Sur la créativité, vous allez voir derrière moi, je vais essayer de me pousser un petit peu, vous avez 3 exemples de campagnes. Une pour Jurassic Park lors du dernier opus, une pour un lancement de parfum, et une 3e pour un alcool à consommer avec modération. Et finalement, l'idée derrière ces aspects créatifs, c'est de voir à quel moment un vieux média ou un média installé comme le nôtre aide aussi le téléphone mobile à passer outre ses limites. Même si vous avez la meilleure agence créa, et que vous voulez lancer votre produit ou faire une communication, si vous prenez un téléphone ou la Xbox sur laquelle on bossait chez Microsoft à l'époque, vous êtes toujours contraint par le format et par la taille. Vous avez beau avoir la meilleure agence créa, et même si elle s'arrache, vous travaillez sur 3 sur 3 et dans un environnement qui va être scrollé si vous êtes sur Instagram ou pareil sur Facebook. Et ça, c'est forcément limitatif. L'intérêt de la complémentarité pour nous, en tant que média extérieur, on n'est pas contraint. On peut y mettre n'importe quelle taille. Vous avez vu ce qu'on a fait pour Jurassic Park, dans lequel on installe un dinosaure, des éléments du film, on fait venir les acteurs, et finalement le mobile est un prolongateur de cette créativité. C'est la même chose sur le lancement de parfum.
pour un lancement de parfum, je peux simplement mettre des 4x3 dans toutes les villes, ou finalement offrir une expérience qui soit plus physique que ne peut pas promouvoir le téléphone mobile. Et c'est la complémentarité des deux, le relais qui va être fait au travers des réseaux sociaux, qui va nous permettre de mettre en avant ce qu'on est capable de faire d'un point de vue physique, et qui va permettre au téléphone, et finalement aux applicatifs et aux réseaux, de faire leur boulot, qui est d'être l'écho finalement de ce qui se passe dans le monde réel. Troisième exemple, avec Freixnet, le Cava barcelonais, c'est exactement la même chose. La limite, finalement, c'est quel niveau de créativité on veut y mettre. Et sur les dernières campagnes physiques qui existent en adéquation avec le mobile, on a collé des voitures sur des plafonds d'aéroports, on a mis un énorme sablier, c'était pas de la vraie cocaïne, pour le lancement de Narco sur Canal+, dans une colonne Maurice. On est capable finalement d'aller aussi loin que l'imagination le peut, dans la mesure où la marque a envie de jouer le jeu. Pour le téléphone, c'est plus contraint. Donc aujourd'hui, cette complémentarité fait que nous, on offre une partie créative, et quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'industrie communication extérieure, se marie très très bien avec le mobile pour utiliser ce que le mobile sait faire et faire l'écho de la situation. L'autre point intéressant, c'est que finalement, ça fait un lien de plus en plus fin entre le réseau social, de manière très générale, sans parler de Facebook spécifiquement, qui existe au travers du téléphone, et le fait que notre communication et ce qu'on est capable de faire devient un réseau plus physique au réseau social. Si vous réfléchissez à ce qu'on amène comme écosystème, des panneaux, des abribus, des panneaux d'information et des vélos. Et finalement, vous avez beau être sur WhatsApp ou sur Messenger pour prendre votre rendez-vous, c'est le vélo qui est mis à disposition par la ville de Nantes, qui est opéré sur des infrastructures de co, qui va vous amener jusqu'au bar. Et c'est tout ce lien entre nos écosystèmes et le téléphone mobile qui devient de plus en plus intéressant. Une fois qu'on a parlé de créativité, on va parler d'expérience. Je vais faire une pause, je vous laisse regarder la vidéo, puis je la commente juste après. L'idée derrière l'expérience, et ce point commun vraiment avec le mobile, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, on n'était pas capable de faire ce type d'expérience. On n'aurait pas eu l'attrait nécessaire auprès d'un réseau comme Snap, et des gens comme Avenger nous auraient simplement envoyé des posters avec la tête des 5 héros du film. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'aspect créatif et l'aspect expérientiel est complètement compris, notamment au travers de l'univers du cinéma, mais vous pouvez l'imaginer sur n'importe quel univers. À partir du moment où vous poussez la limite de la créativité, l'expérience que vous mettez à disposition devient de plus en plus fine. Et là, c'est un travail tripartite entre le studio Marvel qui veut promouvoir son film, c'est Snap qui accepte de développer un film spécifique. On peut admettre que les studios Marvel ont probablement fait un chèque conséquent, et le fait d'utiliser au maximum les supports qu'on est capable de mettre à disposition. Et du coup, on crée de l'interaction dans la ville. Et cette porosité, cette complémentarité entre les deux écosystèmes n'existe qu'entre le média extérieur et le téléphone mobile. Et derrière, vous imaginez bien que pour nous, c'est récupérer des données d'usage, récupérer potentiellement des catégories d'âge en travaillant avec Snap. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est capable de faire de manière générale. Le dernier point, je vous laisse regarder cette troisième vidéo. Cette campagne ou cette expérience a été faite avec Deezer, comme vous l'avez vu, avec Aéroport de Paris et avec JC2Co, en essayant finalement de tirer parti de l'environnement, du fait que les gens passent en moyenne 2h11 dans un aéroport. Une fois que vous avez stressé pour les 5 minutes de passage de douane et que vous avez repéré votre porte d'embarquement, vous avez 2 heures à tuer. 2 options. Vous avez plein de sous et vous allez voir votre tantine et lui acheter une bouteille, duty free,
ça prend 3 minutes, soit l'aéroport travaille de plus en plus sur de l'expérience, parce que c'est aussi là-dessus qu'ils sont jugés les uns par rapport aux autres. Donc avec Deezer, l'idée était d'offrir un réseau Wi-Fi gratuit avec Deezer et avec Aéroport de Paris, et d'offrir la capacité à télécharger des playlists en activant des tags NFC qu'on avait placés directement sur nos assets. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une fois encore dans la créativité et dans l'expérientiel, mais là pour le coup, ça devient générateur de données. Alors, c'est de la donnée plutôt sur des goûts, plutôt sur des préférences culturelles, ce qui nous intéresse beaucoup pour qualifier finalement qui sont les gens par terminaux, par destination, puisque dans ces créneaux horaires, on est capable de croiser ça avec les données aéroportuaires. On sait que dans ce terminal, ce sont des vols qui vont à Madrid ou en Russie, et ça nous permet de clusteriser, de travailler beaucoup plus finement, finalement, l'engagement expérientiel, ce que font les gens dans l'aéroport, et comment est-ce que nous, on peut l'utiliser pour optimiser nos assets derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est même dans le positionnement d'une marque comme Deezer par rapport à ses concurrents, si vous regardez les dernières campagnes Spotify, dans lesquelles la data science est beaucoup mise en avant, dans lesquelles il remonte une partie des goûts des visiteurs, c'est lié à toute une analyse qui est mise à disposition. Ça ne passe pas nécessairement par l'expérience. Ce qu'on a bien aimé dans l'approche Deezer, mais qui est vraiment un de leurs postulats, c'est de récupérer et de travailler l'information au travers de la mise à disposition d'expériences. Et des expériences comme celle-ci, on en fait de plus en plus, soit au travers de la musique, soit au travers du cinéma. On a encore des verticales sur lesquelles c'est plus compliqué d'amener à faire de la créativité. Quand vous avez une lessive à vendre, c'est quand même moins facile que quand vous avez Vianney ou ACDC entre les mains en termes de portefeuille. Donc ces 3 items, créativité, expérience data, sont vraiment 3 segments sur lesquels ça converge complètement entre le mobile, notre écosystème, et qui nous aident à le transformer aussi. Et on est aussi évidemment volontaire et acteur de cette transformation, puisque un des challenges qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de passer d'un média traditionnel à un média programmatique et digital. Et si on n'est pas capable de récupérer de la donnée, de faire de la data science et de travailler sur ces items-là, on va à un moment ne plus être capable de répondre aux challenges qui nous sont proposés. Donc la nouvelle ère qui s'offre à nous, elle est complexe et elle s'applique autant à ceux qui nous donnent les contrats qu'à ceux qui nous achètent la publicité. Et finalement, dans l'angle de la donnée, dans lequel vous retrouvez exactement les mêmes items dans le mobile que dans l'industrie dans laquelle on évolue, ce qu'on nous demande, c'est aujourd'hui d'avoir une donnée qui soit de plus en plus accessible. Accessible, ça veut dire qu'il soit capable d'être comprise et d'être digérée. On n'est pas encore dans une donnée brute, on est plutôt dans de la donnée agrégée. Il faut que ce soit comparable. Quand vous êtes une marque et que vous achetez, si je prends les chiffres moyens, marché français, 70% de votre budget média chez Google et chez Facebook, ce que vous allez nous demander, même pour un média traditionnel comme le nôtre, c'est de pouvoir comparer. Donc ça veut dire que nous, on est en train d'évoluer d'un média qui a été vendu au réseau à un média qui est vendu à l'audience. C'est très compliqué quand vous opérez à l'échelle d'une ville. Quand vous opérez à l'échelle de 4400 villes et 80 pays, c'est quand même ce qui nous est demandé, ça devient très compliqué. Et donc l'utilisation de la donnée, le fait de générer de la donnée au travers de l'expérience et de la créativité va être fondamental pour nous. Le 3e point, c'est d'être mesurable. Et mesurable, ce n'est pas forcément une KPI financière, ça peut être une KPI qualitative, ça peut être une KPI de service. Si vous regardez ce qu'on fait sur les vélos, que ce soit à Nantes, à Lyon ou à Marseille, le principal enjeu pour nous, c'est que ce soit utilisé. C'est fondamental que les services soient utilisés parce que c'est là-dessus qu'une ville est jugée dans l'apport qu'elle donne à ses citoyens. Et puis sur la partie publicitaire, c'est évidemment que les marques prennent leur position et qu'on soit capable de générer des ventes. Donc on a vraiment ces 2 systèmes en équilibre au travers de la mesurabilité. Et les 2 derniers items, le premier c'est l'actionnabilité. Ce qu'on nous demande quand on travaille de la donnée, puisque ça devient relativement complexe à opérer, c'est qu'elle soit actionnable. Les gens ne veulent pas simplement faire des études sur le sens du vent, ils veulent finalement avoir de l'aide à la décision. Et qu'on travaille pour notre propre chef, ou pour les mairies, ou les communautés urbaines, ou les annonceurs, quand on travaille des 2 côtés entre le mobile et nos mobiliers, l'objectif pour nous, c'est vraiment de créer de l'utilisation et de l'actionnabilité sur les apprentissages. Et puis le dernier point, c'est que tout ce qu'on fait est piloté par la valeur. La valeur, elle n'est pas financière une fois encore, elle peut être servicielle, qui est une énorme partie de notre travail. Quand on opère des aéroports, quand on opère des gares ou des villes, un des premiers critères, c'est d'être service. Et une fois qu'on est service, généralement, la partie média fonctionne très très bien. Un peu de prospective. La prospective, elle a un côté un peu boule de cristal quand même. Sur l'IA, aujourd'hui, dans notre média, on en fait pas mal, mais c'est majoritairement de la data science. On fait parler les données, on les automatise et on résout des problématiques business. Sur l'IA, au sens où vous pourriez l'entendre avec le petit robot derrière, nous, on n'y est pas encore.
Alors, est-ce que ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de nécessité? Est-ce qu'on a besoin d'aller là-dessus? Ce n'est pas une nécessité encore pour notre industrie. En revanche, on regarde toutes ces parties-là avec beaucoup de détails. Vous pouvez imaginer, quand on va arriver sur le digital, ce qui est le cas à Londres, hein, on fait un peu plus de 70% de notre chiffre d'affaires sur du média automatisé, vidéo et digital. Un des sujets qui nous est demandé, c'est de modérer. Donc ce n'est pas de la modération façon Facebook, c'est de faire en sorte que quand vous mettez une pub sur un écran digital dans une ville, vous respectiez les contraintes de la ville. Autour d'une école, pas le droit aux pubs pour les cigarettes, pas le droit aux pubs pour l'alcool, pas le droit aux pubs pour Red Bull par exemple. Comment est-ce que vous gérez cette partie-là? Jusque-là, on recevait des créas, on les validait et on faisait en sorte qu'elles soient dispatchées correctement. Quand vous rentrez dans du temps réel, il va falloir optimiser ces parties-là. Donc là où l'IA devient intéressante pour nous, c'est de faire de l'analyse d'image et d'être capable de repérer assez vite, finalement, des couleurs, des produits, des visages, et d'être capable de les donner dans un sens ou dans l'autre. En réponse à ça, il y a les sujets sur la reconnaissance faciale qui commencent à arriver, qui pourraient, dans la mesure où on utilise cette techno, nous aider à faire de l'analyse de sentiments pour savoir si les gens ressentent quelque chose quand ils voient une publicité, d'être capable de reconnaître des tranches d'âge, pour savoir si j'ai le droit de faire une pub pour un tel ou pour un tel. Donc il y a pas mal de sujets autour de l'intelligence artificielle sur lesquels on travaille, mais qui sont encore en mode exploratoire parce que notre média continue à changer. Et finalement, ces sujets d'IA sont beaucoup plus tirés par le téléphone mobile, qui va être finalement une des locomotives pour nous, et on récupérera probablement une partie des projets qui arriveront, qui en sortiront. Pour repartir sur la partie analyse des images, Facebook, Google travaillent depuis des années sur ces sujets-là, avec des moyens qui sont évidemment colossaux et démesurés par rapport aux nôtres. Si on arrive à récupérer finalement une partie de cette intelligence d'une manière ou d'une autre, on en sera très content. Les deux sujets qui sont intéressants et qui convergent avec le mobile, ça va être l'émergence de la 5G. La 5G, en 2021, on aura quasiment 1 milliard de Chinois qui seront connectés en 5G. L'autre gros marché, ce sera les États-Unis. Et puis, s'il y a 5G, on a un IoT qui va vraiment prendre tout son essor et qui va permettre à tous les outils de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Donc si vous réfléchissez à l'échelle de la ville, nous aujourd'hui, on a une fois encore des abribus, des panneaux, des vélos. Demain, on pourrait opérer des poubelles, aider à faire des tournées de ramassage d'ordures si c'était intéressant. On va pouvoir aider au ramassage des chariots dans un aéroport et à la gestion des flots de passagers. On va se retrouver avec plein de sujets qui vont être potentiellement beaucoup plus serviciels et donc beaucoup plus intéressants. Et puis à un moment, ils seront monétisables et ils seront monétisés autour de la publicité. Mais fondamentalement, on va être de plus en plus impliqué dans l'amont autour des sujets de Smart City ou de Smart Écosystème. Et aujourd'hui, de plus en plus, quand on répond aux appels d'offres de ville, on nous demande de travailler sur l'environnement. Je vous en ai parlé avec l'hydrométrie, la sécurité, capteurs sonores, capteurs de pollution. On nous demande de travailler évidemment sur la gestion des flux. Et finalement, quand vous opérez des abribus, vous avez une partie des flux qui sont entre vos mains. Et pour nous, l'intérêt, ça va être de pouvoir remonter sur ce développement de services dans lequel la partie IA et la partie data science va être beaucoup plus présente. L'autre intérêt, mais qui est aussi une contrainte pour nous, c'est le fait d'opérer plus de 80 pays. Et finalement, en tant que groupe, on se retrouve avec des pays qui sont très matures, très avancés. J'ai parlé de la Chine sur la 5G. La 5G, elle ne va pas se déployer partout à la même vitesse. Donc on va être obligé aussi de faire un grand écart et d'être capable d'accompagner les développements de différents pays et puis de les aider sur nos différents sujets avec des engagements auprès des mairies, auprès des villes, auprès des pays qui vont à chaque fois être différents. Pour conclure, c'est une équation un peu simpliste, mais elle mérite d'être soulignée quand même. Pendant des années, on n'a fait que de l'out of home, c'est-à-dire notre business premier depuis 1964 de la même manière. Le fait d'avoir le mobile nous permet, comme je vous l'ai montré, de travailler beaucoup plus créativité, expérience et collecte de données et utilisation de la donnée pour du service ou du marketing. Et ça, finalement, on se rend bien compte, même dans la mesure qu'on fait et dans les informations qu'on est capable de livrer, d'être beaucoup plus à même d'amener des résultats. Et les résultats, une fois encore, ils ne sont pas que commerciaux, ils sont serviciels, ils sont dans l'amélioration de nos plateformes de mobilité urbaine avec les vélos, dans l'amélioration des déploiements de nos assets dans l'ensemble des villes. Pour la suite, je vous remercie beaucoup. Il nous reste 5-6 minutes si vous avez une ou deux questions. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave non plus. Si vous avez des questions, si vous voulez nous écrire, vous avez l'adresse de la division juste en dessous, datacorp@jcdeco.com. Et on sera très heureux de pouvoir répondre à vos demandes ou à vos questions.